Imaginez une seconde. Une technologie qui devait absolument tout changer. Une machine capable de penser, de voir, de parler. Une idée qui a provoqué un enthousiasme complètement fou avant de s'effondrer. Mais genre, s'effondrer de manière si spectaculaire qu'elle est devenue un sujet tabou pendant des dizaines d'années. C'est l'histoire d'une idée qui a frôlé la mort pour mieux renaître, plus puissante que jamais. Regardez ça. En 1958, le New York Times publiait cette phrase. Ça capture parfaitement l'ambiance de l'époque. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la promesse qui a été faite au monde entier au tout début de l'intelligence artificielle. Les attentes étaient démesurées, quasi illimitées. On ne parlait pas d'un simple calculateur plus rapide, on parlait carrément d'une nouvelle forme de conscience. Sauf que la réalité a été beaucoup plus brutale. La promesse, elle n'a pas du tout été tenue. Et l'enthousiasme, eh bien, il s'est transformé en déception, puis en mépris. C'est cet échec monumental qui a déclenché ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, une très très longue période de gel où le simple fait de travailler sur le sujet pouvait vous coûter votre carrière. Alors pour bien comprendre la chute, il faut d'abord comprendre l'ascension. On va remonter le temps, direction les années 50 et 60, une époque d'optimisme mais vraiment débridée où tout, absolument tout, semblait possible. C'est là que notre histoire commence. Et au cœur de toute cette effervescence, il y avait une machine, le perceptron. C'était la toute première tentative concrète de créer une machine pensante. L'idée de base était à la fois simple et complètement révolutionnaire. Créer un neurone électronique qui apprendrait, en gros, de la même manière que notre propre cerveau. Bon, alors comment ça marchait ce truc? C'est assez simple en fait. Imaginez que le perceptron regarde une image. Pour chaque pixel, il va lui donner une certaine importance, ce qu'on appelle un poids. Ensuite, il additionne tout ça. Si le score total dépasse un certain seuil, hop, le neurone s'active et dit « Ok, je reconnais cette forme ». S'il se trompe, un petit algorithme vient ajuster tous ses poids, un peu comme si on tournait des milliers de petits boutons pour faire mieux la prochaine fois. Et c'est là que les choses se sont sérieusement gâtées. L'âge d'or a laissé place à une véritable ère glaciaire pour l'IA. Mais pourquoi un revirement aussi brutal? Eh bien, le décalage entre les promesses et la réalité était devenu tout simplement impossible à ignorer. Le contraste était juste saisissant. D'un côté, on avait des promesses dignes d'un film de science-fiction, des machines avec une pensée originale, capables de faire la différence entre un chat et un chien, de traduire des langues en direct. Et de l'autre côté, la dure réalité. Le perceptron, avec sa seule et unique couche de neurones, était incapable de résoudre des problèmes même très très simples. Le fossé était devenu un gouffre. Le coup de grâce, il est arrivé en 1969. Deux chercheurs très respectés du MIT, Minsky et Papert, ont publié un livre qui a eu l'effet d'une bombe. Ils ont démontré, mathématiques à l'appui, les limites fondamentales du perceptron. Et là, ça a été la fin. Les financements ont été coupés net, les chercheurs ont fui le domaine comme la peste, l'hiver de l'IA avait officiellement commencé. Mais pendant que le domaine était complètement gelé en surface, dans l'ombre, une petite poignée de chercheurs a refusé d'abandonner. On peut les voir comme les gardiens de la flamme. Ils ont continué à travailler, dans l'indifférence générale, et parfois même sous les moqueries de leurs collègues. Leur idée fondamentale, c'était de ne pas se limiter à une seule couche de neurones comme le perceptron, mais d'en empiler plusieurs. Ils ont imaginé des couches cachées entre les données d'entrée et la réponse finale. En théorie, ça pouvait permettre d'apprendre des concepts beaucoup plus complexes. Le seul problème, et il était de taille, c'était comment on fait pour régler les millions de boutons de toutes ces couches en même temps. La solution, c'est un algorithme au nom un peu barbare, la rétropropagation. Mais c'est ça qui a tout changé. Pour faire simple, imaginez que le réseau se trompe complètement. La rétropropagation, c'est une méthode super astucieuse pour faire remonter l'information de cette erreur, de la fin, vers le début, en ajustant chaque petit poids de chaque couche, juste ce qu'il faut pour corriger le tir. C'était le moteur qui allait, bien des années plus tard, permettre le grand retour de l'IA. Pourtant, même avec cette avancée théorique majeure, l'IA restait bloquée. L'hiver continuait. L'algorithme était là, l'idée des couches multiples aussi, mais il manquait encore 3 éléments essentiels pour que la magie opère. La théorie seule ne suffisait pas. Et puis, au début des années 2010, presque sorti de nulle part, tout a changé. Les pièces manquantes du puzzle se sont enfin mises en place, provoquant un dégel si rapide, si spectaculaire, que littéralement personne ne l'avait vu venir. La grande question, c'est donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quels étaient ces fameux ingrédients secrets qui ont permis cette renaissance complètement fulgurante? Eh bien, la réponse, c'est une combinaison de 3 facteurs qui, une fois réunis, ont créé la tempête parfaite. Premier ingrédient, les données. Mais pas juste un peu, des données en masse. Une chercheuse, Fei-Fei Li, a une intuition géniale.
Et si le problème n'était pas que les algorithmes, mais le fait qu'ils n'avaient rien à manger pour apprendre? Elle a donc piloté la création d'ImageNet, une base de données colossale de plus d'1 million d'images, toutes classées à la main. Pour la première fois, les réseaux de neurones avaient de quoi s'entraîner sérieusement. Le deuxième ingrédient, c'est un vrai retournement de situation. La puissance de calcul qu'il fallait pour entraîner ces gros réseaux n'existait tout simplement pas sur les processeurs de l'époque. Et la solution est venue d'un endroit, mais totalement inattendu, l'industrie du jeu vidéo. Les cartes graphiques, les fameux GPU, conçus à la base pour qu'on puisse jouer, avaient par un heureux hasard l'architecture parfaite pour les calculs massifs dont l'IA avait désespérément besoin. L'effet de cette combinaison a été explosif. On l'a vu lors de la compétition ImageNet. Pendant des années, les progrès stagnaient. Et puis, en 2012, une équipe menée par Geoffrey Hinton, l'un des résistants de l'hiver, a tout misé sur un réseau profond, ImageNet et des GPU. Leur système, AlexNet, a anéanti la compétition. Le taux d'erreur a été quasiment divisé par 2 en une seule année. 3 ans plus tard, en 2015, l'IA faisait mieux que l'humain à cette tâche. C'était la fin de l'hiver. Pour vous donner une idée du choc que ça a été, l'organisateur du concours a dû relancer les tests du système de Hinton 3 fois. Il n'arrivait tout simplement pas à y croire. Le résultat était trop bon pour être vrai. C'était un changement de paradigme si soudain que même les plus grands experts ont été complètement pris par surprise. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Du quasi-néant de l'hiver, on est passé à une explosion de capacité qui dépasse tout ce que les pionniers auraient pu imaginer. Le contraste est juste vertigineux. Aujourd'hui, on ne parle plus de simplement reconnaître des formes dans une image. On parle de quelque chose qui ressemble de plus en plus à un nouveau type de système d'exploitation. Un système qui interagit avec le monde via le texte, l'image, le son. Il peut utiliser des outils, aller sur Internet, écrire du code qui marche. Toutes ces capacités incroyables sont les fruits directs des idées qui ont survécu au long et rude hiver de l'IA. L'histoire de l'IA, c'est vraiment une leçon d'humilité et de persévérance. Elle a survécu à son propre hiver en défiant tous les sceptiques. La question qu'on se pose maintenant n'est plus est-ce que l'IA va marcher, mais plutôt comment est-ce qu'on va vivre avec son succès. Alors qu'on sort à peine de cet hiver qui a duré des décennies, il faut se demander, sommes-nous vraiment prêts pour ce qui s'annonce comme un été éternel ?